le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Ealichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bon début de week-end, bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h, depuis la newsroom de la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, et Ealichi Dorelas pour la présentation, à Jacques Mel pour présenter ce grand journal, Joël François Espit, Jean-Julien Rubans assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna, 102.3 FM à Jacques Mel. Tête à tête avec le pape face à face avec Emmanuel Macron. Joe Biden en visite à Rome avec le G20 et la COP26. Au programme, le président américain entend profiter de son voyage européen pour prendre de la hauteur après plusieurs semaines compliquées sur la scène intérieure. Il doit notamment rencontrer vendredi à Rome le pape, le chef du gouvernement italien Mario Draghi et le président français Emmanuel Macron. Voici un reportage signé France 24. Ce vendredi, Joe Biden n'apparaîtra pas à la Maison-Blanche. Attendu à Rome pour rencontrer Emmanuel Macron, il sera question entre les deux hommes de réparer une relation de confiance abîmée par une crise diplomatique sans précédent. Nous devons passer à autre chose. Le conseiller à la sécurité nationale, Jack Sullivan, était à Paris récemment. Le ministre des Affaires étrangères, Antony Blinken, également. Je pense que cela démontre à quel point la relation avec la France est importante pour nous. Les deux présidents vont se rencontrer et c'est sur quoi nous voulons nous concentrer, en continuant à approfondir la relation que nous avons avec la France. Dans le discours de la Maison-Blanche, donc, aucune évocation de la crise des sous-marins, et encore moins de l'exclusion de la France du pacte stratégique en Indo-Pacifique. Deux sujets qui sont pourtant à l'origine de la crise diplomatique. Michael Shurkin, ancien officier de la CIA, n'est pas surpris par la langue de bois de la Maison-Blanche. De son passé, l'homme a gardé l'habitude des rendez-vous dans les parcs de Washington pour parler des sujets sensibles. La Maison-Blanche construit ses discours à destination des Américains et ne se préoccupe pas tellement de l'impact de ce discours à l'étranger. Donc Joe Biden n'est pas très intéressé par ce que penseront les Français. Je pense qu'en général, les Américains ne leur accordent pas non plus beaucoup de considération. Pas beaucoup de considération pour les Français. Pourtant, la colère diplomatique exprimée par la France devrait contraindre Joe Biden à céder quelques compensations. Au minimum, ce qu'il va faire, c'est préserver la relation bilatérale, préserver la coopération, et tout particulièrement en Afrique, où les États-Unis jouent un rôle important dans les opérations militaires françaises. Deuxièmement, et idéalement, ce que Joe Biden pourrait faire, c'est de trouver le moyen d'exprimer son estime pour ce que la France représente en tant qu'allié dans la zone Indo-Pacifique, en tant qu'allié diplomatique, militaire et économique. Impossible à ce stade de déterminer si la France tirera un quelconque bénéfice de la rencontre d'aujourd'hui. Tout au plus, les deux pays témoignent-ils d'une volonté commune de réchauffement diplomatique. Lutte anti-drogue Colombie, les paysans retiennent les soldats. La culture de la coca se porte toujours très bien en Colombie, malgré les efforts des autorités pour tenter d'éradiquer des plans illicites. Cette semaine, près de 200 soldats ont été retenus pendant 48 heures par des cultivateurs mécontents. Voici un reportage signé TV5 Monde. Il y a une semaine, près de la frontière avec le Panama, dans le nord-ouest de la Colombie, l'arrestation du narcotrafiquant le plus puissant du pays, Dairo Antonio Usuga, dit Otoniel. Bogota saluait alors une victoire de l'état de droit. Pourtant, après 5 décennies de guerre anti-drogue, cette capture, soulignent les experts, n'annonce en rien la chute de l'empire de la drogue. La Colombie, premier exportateur mondial de cocaïne. La capture d'Otoniel ne changera rien au problème du trafic de drogue. Pas plus que la mort de Pablo Escobar y avait mis fin. Le trafic aux mains de nombreux gangs bat son plein et la coca reste par ailleurs la culture la plus profitable du pays.
C'est ainsi qu'à Tibú, à la frontière avec le Venezuela, une poignée de cultivateurs armés de bâtons se sont rappelés au bon souvenir des autorités en séquestrant 180 soldats venus détruire leurs plans illicites. La politique s'est intensifiée depuis 2018. 3 jours à peine après la capture du baron de la drogue, l'avertissement présidentiel n'a pas tardé. Sans libération rapide, ce sera traité comme un enlèvement par les autorités militaires, policières et judiciaires. 48 heures plus tard et après l'intervention de médiateurs, les soldats ont finalement pu quitter les lieux. Nous leur avons juste demandé de nous aider pour que le gouvernement nous écoute et nous donne des projets s'ils veulent continuer à éradiquer la coca. Il y a des soldats qui nous disent « Les gars, vous avez raison ». En 2016, le gouvernement avait promis d'indemniser les cultivateurs qui détruiraient volontairement leurs plants de coca pour passer à une agriculture légale. Mais à Tibú, en pleine région de la culture de la coca, ce que l'on retient surtout, c'est qu'un hectare peut produire jusqu'à 5 kilos de feuilles, soit 10 kilos de pâte de coca, l'ingrédient de base de la cocaïne, et qu'un cueilleur peut gagner jusqu'à 37 $ par jour, soit plus de 4 fois et demi le salaire minimum en Colombie. Manioc, maïs, café et canne à sucre sont bien moins rentables. Au Soudan, l'ONU vote une résolution, appelle à manifester contre l'armée. Après plusieurs jours de discussion, ce jeudi, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une résolution sur le Soudan. La Russie et la Chine, qui ont fait traîner les négociations, ont accepté de signer le texte qui demande le rétablissement du gouvernement de transition dirigé par des civils. Voici un reportage signé Africa News. La communauté internationale maintient la pression sur Khartoum. Après plusieurs jours de discussions, ce jeudi, le Conseil de sécurité de l'ONU a finalement adopté une résolution sur le Soudan. La Russie et la Chine, qui ont fait traîner les négociations, ont accepté de signer le texte qui demande le rétablissement du gouvernement de transition dirigé par des civils. Du côté des États-Unis, la position est la même. Dans un communiqué, le président Joe Biden a appelé Khartoum à rétablir le gouvernement civil. Il y a quelques mois, Washington avait retiré le Soudan de sa liste noire des pays soutenant le terrorisme, ce qui avait notamment permis au pays de sortir de 3 décennies d'isolement diplomatique et financier. Mais à cause du coup d'État, les États-Unis ont décidé de supprimer 700 millions d'aides économiques d'urgence au Soudan et ils ne sont pas les seuls. La plupart des pays et organismes internationaux qui étaient engagés dans la transition démocratique au Soudan ont multiplié les sanctions depuis le coup d'État du 25 octobre. La Banque mondiale lui a suspendu son aide et l'Union européenne réfléchit à faire la même chose. De son côté, l'Union africaine a suspendu le pays et la Ligue arabe s'est dit préoccupée par la situation. Le Soudan est de plus en plus isolé sur la scène internationale. Mais pour l'instant, l'homme fort du pays, le général Abdel Fattah al-Burhan, campe sur ses positions et continue d'affirmer qu'il ne s'agit pas d'un coup d'État, mais selon ses propres termes, d'un redressement de la voie de la révolution. Les Soudanais hostiles à ce coup d'État militaire sont eux aussi déterminés à aller de l'avant. Depuis plusieurs jours, ils sortent dans les rues pour protester contre ce coup de force de l'armée. Depuis le putsch, au moins 8 manifestants ont été tués et plus de 170 ont été blessés selon des médecins. Les autorités ont aussi coupé Internet, mais ça n'empêche pas les manifestants de s'organiser dans Khartoum, mais aussi dans d'autres villes du pays. Ils appellent à une grande manifestation ce samedi, en espérant que le général Burhan décide de rendre le pouvoir. L'inflation de la zone euro au plus haut depuis 13 ans. L'augmentation ces derniers jours des prix du gaz et de l'électricité explique cette forte progression. Voici un reportage signé Euronews. L'inflation dans la zone euro atteint son niveau le plus haut depuis 13 ans. Selon Eurostat, l'Office européen des statistiques, la hausse des prix est estimée à 4,1% ce mois-ci. Plusieurs raisons soutiennent cette tendance selon les économistes. La flambée des cours du gaz et de l'électricité, qui pourrait battre un nouveau record, explique en grande partie cette tendance. La question énergétique est très importante. Nous voyons que la moitié de l'inflation que nous rencontrons en Europe est causée directement par la hausse des prix de l'énergie,
à la fois du pétrole et de l'augmentation récente des prix du gaz. Dans le même temps, nous voyons que les prix des biens ont commencé aussi à progresser, car les pénuries et les problèmes mondiaux de conteneurs ont entraîné vers le haut les prix pratiqués par les producteurs, qui se répercutent graduellement vers les consommateurs. Malgré l'augmentation de l'inflation, la Banque centrale européenne ne compte pas revoir sa politique de soutien à l'économie. La présidente de l'institution ne prévoit pas l'année prochaine une hausse des taux d'intérêt. Nous nous attendons à une augmentation de l'inflation à court terme, mais qui déclinera au cours de l'année prochaine. Autre chiffre publié par Eurostat, la croissance de la zone euro a progressé au troisième trimestre de 2,2%. Toutefois, la situation économique varie fortement d'un État membre à l'autre. COP26, Elisabeth II au repos forcé. Mais plus que jamais, les regards du monde entier seront tournés à partir de lundi vers Glasgow pour la COP26. Les présidents russes et chinois ont déjà dit qu'ils ne viendraient pas. L'autre absence qui sera remarquée, c'est celle de la reine Elisabeth II, pourtant engagée sur les sujets écologiques. Une absence forcée après son hospitalisation. Voici un reportage signé la 5 à l'émission C'est dans l'air. La reine a passé la nuit de mercredi à l'hôpital pour des examens préliminaires après avoir annulé son déplacement en Irlande. Buckingham Palace dit que la reine est dans un bon état d'esprit et de retour au château de Windsor. L'information devait rester secrète, mais elle a fait l'ouverture de tous les JT. La reine hospitalisée la semaine dernière, contrainte au repos forcé. Du haut de ses 95 ans, il faut dire qu'Elisabeth II ne se ménage pas. Une dizaine d'apparitions publiques rien qu'au mois d'octobre. Et les Britanniques continuent de voir en la reine une véritable force de la nature. Eh bien, nous sommes toujours inquiets. Vous savez, à cet âge. Mais bon, elle a tellement d'endurance, c'est une femme merveilleuse. On a entendu qu'elle ne se reposait pas assez, qu'elle avait été un peu vilaine. Je pense que c'est une femme très forte. Elle a beaucoup de soutien autour d'elle. Mais elle a 95 ans, elle se sert à présent d'une canne. Donc c'est clair qu'elle devient un peu plus fragile. Mais elle est quand même très très forte. Au début du mois, la reine a été effectivement aperçue, une canne à la main. Mais Elisabeth II est déjà de retour aux affaires, moins d'une semaine après sa courte hospitalisation. La souveraine est apparue souriante, pour des entretiens en visio avec des ambassadeurs, la reine pimpante, une forme apparente. À la suite d'un avis lui conseillant de se reposer, la reine effectue des tâches légères au château de Windsor. Sa Majesté a décidé à regret de ne pas se rendre à Glasgow pour assister à la réception de la COP26 le lundi 1er novembre. La souveraine, contrainte d'annuler, compte malgré tout se faire entendre en s'adressant aux participants, enfin quand elle aura la liste des présents. Il y a 2 semaines, une caméra a capté son exaspération. Tous les dirigeants n'avaient pas encore répondu à l'invitation. Face à l'inaction de certains chefs d'État, toute la famille royale s'engage dans la cause climatique et la reine peut compter sur son fils et son petit-fils. Le prince Charles, connu pour avoir la main verte, doit bientôt lancer une chaîne télé autour des questions écologiques sur une plateforme vidéo. L'héritier du trône britannique prendra la parole lors de la cérémonie d'ouverture de la COP26. Il y a quelques jours, depuis le jardin de sa maison à Balmoral, il faisait part de son inquiétude face à l'urgence climatique. Cela commence déjà à être catastrophique, car rien dans la nature ne peut survivre à la pression créée par ces conditions météorologiques extrêmes. Je comprends parfaitement la frustration des jeunes. La difficulté est de savoir comment diriger cette frustration d'une manière plus constructive que destructrice. Les gens devraient comprendre à quel point certains jeunes sont désespérés. Le prince William s'en est lui récemment pris au tourisme spatial, appelant les milliardaires comme Jeff Bezos ou Elon Musk à se concentrer sur l'avenir de la Terre. Certains des plus grands cerveaux et esprits de ce monde doivent essayer avant tout de réparer cette planète, pas essayer de trouver le prochain lieu où aller vivre.
Des actes, voilà ce qu'attend la famille royale, dont les convictions environnementales ne datent pas d'hier. Le prince Philippe s'était engagé dès les années 60. Il est décédé en avril dernier, une année décidément bien difficile pour la reine d'Angleterre. C'est la fin de la page internationale au Grand Journal du 14h pour cette semaine, dernière sortie pour cette semaine. Présentation Erlich Dorelas, production Ed Prod, réalisation Télébeltor pour le compte de la radio évangélique Osana, 102.3 FM à Jacmel. Où est passé le soleil à Boston, un ciel sans soleil, oui, depuis des jours. Demain, il va pleuvoir à la capitale des grandes universités du monde. Température sur Boston pour ce aujourd'hui, 52 degrés Fahrenheit, 11 degrés Celsius. Oui, commence à faire froid à Boston. Eh bien, à Jacmel, 88 degrés Fahrenheit, 31 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir Smith, Jean-Julien, bonsoir Rubans, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Osana 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent week-end en compagnie de la radio. Bonsoir, à lundi. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.